Bonjour à tous, je reprends au nom de Ken Diango, je suis médecin urgentiste formé à l'Université de Cape Town où je continue pour le moment mes études doctorales. Je suis aussi secrétaire général de l'Association de médecine d'urgence de la RDC et c'est dans ce cadre justement que nous vous accueillons à cette session. Nous allons devoir discuter avec un invité au sujet d'une étude. Donc, nous allons faire une critique d'une publication scientifique. Le but que nous poursuivons dans cette étude, dans cet exercice, est de, dans un premier temps, de faciliter l'apprentissage justement de la critique des publications scientifiques, et surtout dans les milieux à ressources limitées. C'est aussi pour aider en fait la compréhension des principales étapes de ces recherches. Comme on le sait, de nos jours, il est important de pratiquer une médecine qui est basée sur les évidences et c'est la recherche et les publications scientifiques qui alimentent justement cette médecine basée sur les preuves. Un troisième objectif de ces sessions sera de détailler justement les éléments clés qui permettent justement de juger la valeur des résultats obtenus en fonction de la méthodologie que les études ont justement suivi. C'est un peu dans ce cadre-là que nous allons devoir inviter Dr Diulu Kabongo. Dr Diulu Kabongo est aussi médecin urgentiste. Il est aussi spécialiste en médecine de famille et actuellement aussi en train de poursuivre des études doctorales à l'université de Cape Town et il est médecin urgentiste travaillant pour International SOS. Dr Kabongo, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, allez-y, Dr Kabongo, de quelle étude allez-vous nous parler aujourd'hui? Ok, nous allons vous parler d'un essai clinique abrégé SSSP2 qui, pour les anglophones, veut tout simplement dire Simplified Severe Sepsis Protocol Trial. Pour les francophones, ça veut tout simplement dire que c'est un essai clinique d'une étude d'un protocole simplifié de la prise en charge de sepsis sévère. Ok, donc nous allons parler en fait du sepsis et particulièrement dans le milieu à ressources limitées, n'est-ce pas? Parlez-nous un peu du contexte de cette étude, parce que c'est important qu'on comprenne le background ou le contexte dans lequel cette étude se fait pour que nous puissions voir en quoi elle nous sera utile. Ouais, le contexte en fait pointe à l'intérêt particulier qu'on donne à sepsis, particulièrement dans les milieux à ressources limitées où sepsis sévit encore et tue beaucoup de nos malades. De prime abord, il y a une hypothèse que si un malade de sepsis se présente en hypotension et qu'il est réhydraté sans beaucoup de contrôle, il peut être sous-réhydraté. Et pour éviter la sous-réhydratation, il y a des protocoles qui ont été développés, parmi lesquels le protocole de l'essai clinique actuel, où on décrit plus ou moins aux cliniciens les étapes à suivre dans la réhydratation pour en fait mieux réhydrater. Et malheureusement, dans ce domaine-là, une autre étude était faite, mais sur les enfants africains, qui s'est présentée avec des diagnostics différents, pas seulement sepsis, et où malheureusement on s'était rendu compte que souvent on réhydratait beaucoup plus qu'il n'était recommandé. Et donc les malades se retrouvaient hyper réhydratés et en mouraient. Et voilà pourquoi cette question de réhydratation a son importance capitale et cette étude a été conçue pour ça. Donc, si on comprend bien, le point central de cette étude, c'est surtout la réhydratation dans le cas de sepsis et on ne touche pas tellement à tous les autres aspects et c'est spécifique au milieu à ressources limitées, n'est-ce pas? Oui. OK. Parlez-nous maintenant du type d'étude et du milieu même de l'étude, Dr. Diulu. Oui, et donc pour obtenir des résultats d'une grande fiabilité statistique et clinique, une étude randomisée contrôlée
a été ficelé et a été appliqué. Et pour beaucoup plus de valeur, l'assignation dans cette étude au groupe thérapeutique parmi les deux qui ont été mis en place était computérisée sans influence du type de malade ou du médecin traitant. Autre chose, c'est que l'analyse s'est faite par une étude, par une équipe qui n'avait aucune connaissance sur l'assignation des malades, des différents malades aux différents groupes thérapeutiques. Cette étude, juste pour terminer, s'est faite dans un centre académique hospitalier de Lusaka en Zambie et les données ont été récoltées pendant près d'une année. Donc, assez représentatif pour le milieu. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'il y a effectivement eu randomisation et l'assignement des groupes s'est fait de façon aléatoire et à l'aveugle. Donc, il n'y a pas une influence des chercheurs pour dire qui sera dans tel groupe. Et enfin, ce que vous avez dit, c'est un seul centre, ce n'est pas 2 ou 3 centres. Donc, l'étude n'est pas une étude multicentrique, mais c'est seulement un seul centre. Qu'en est-il de la population et quels ont été donc les critères de sélection, les critères d'inclusion et d'exclusion pour cette étude? Ouais, la population a été choisie minutieusement avec des critères préétablis d'inclusion et d'exclusion. Parmi les critères d'inclusion, il faut retenir que c'était des malades qui se présentaient aux soins d'urgence, au service d'urgence de l'hôpital académique. Ils devaient être plus 18 ans et plus, avoir un sepsis. Par définition, sepsis étant une infection suspectée, plus au moins 2 critères du syndrome d'inflammation systémique. Et c'était des malades qui se présentaient aussi avec hypotension, ça veut dire une tension systolique de moins de 90 ou une tension artérielle moyenne de moins de 65. Quant aux critères d'exclusion, on a exclu tous les malades qui se sont présentés avec une hypoxémie, ça veut dire une saturation d'oxygène de moins de 90% et une fréquence respiratoire de plus de 40. On a aussi exclu tous les malades qui avaient un saignement gastro-intestinal, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale terminale, une pression de la veine jugulaire élevée et un besoin urgent de chirurgie. On a exclu ces malades-là et l'échantillonnage des malades qui ont été finalement inclus dans l'étude est arrivé à 209 malades, donc pendant la période de plus ou moins une année. Ce qui est aussi intéressant, c'est que après avoir dispersé les malades dans les deux groupes thérapeutiques, les deux groupes étaient similaires sur le point de vue de leurs caractéristiques. Ça veut dire l'âge était similaire, était en moyenne autour de 36 ans. La sérologie à VIH était aussi similaire et était autour de 89%, avec un CD4 en moyenne de 65, enfin de 66. L'albuminémie moyenne était de 22, la circonférence moyenne du bras à 22 cm. La lactatémie était similaire à plus ou moins 4,3 et il y avait autant des diagnostics de pneumonie, de tuberculose dans les deux groupes. Les deux groupes étaient en fait, pour besoin de clarification des résultats, étaient scindés en soit un groupe d'intervention thérapeutique, donc qui suivait le guide thérapeutique tel que défini de réhydratation, ou bien l'autre groupe, c'était un groupe contrôle qui devait en fait laisser le champ libre aux cliniciens de réhydrater comme il veut. Donc le groupe d'intervention
devait recevoir à l'arrivée aux urgences 2 litres d'un cristalloïde et ensuite devait recevoir 2 litres pour 4 heures qui suivent. Donc, la réhydratation se faisait pendant 6 heures. Et une infirmière était chargée de surveiller les signes vitaux du malade chaque heure. Pour les cas contrôle, donc le groupe contrôle, les cliniciens étaient libres de mettre en place le traitement dont la réhydratation que lui-même choisissait. OK, merci. Donc, en fait, c'était clair dès le départ qui seront inclus et qui seront exclus. On a pris l'adulte, si je comprends bien, parce que tous ceux-là qui ont pris part dans les 2 groupes étaient âgés d'au moins 18 ans. Ce qui est particulier aussi, c'est qu'ils étaient en grande majorité, ils avaient une sérologie à VIH positive, presque 89% de tous dans tous les 2 groupes. Et les 2 groupes thérapeutiques, tels que vous l'avez dit, ont été clairement délimités. Donc, il y a un groupe d'intervention avec un protocole bien défini qu'ils étaient en train en fait, de tester. Et le groupe contrôle, où les médecins avaient le libre choix, comme vous l'avez dit, de procéder en se basant sur leur expérience et sur leur propre protocole. C'est en fait, en résumé, ce que vous nous dites. Dites-nous, quelles ont été les méthodes statistiques qui ont été utilisées pour cet essai clinique et avant que nous puissions arriver aux résultats? Ouais. Alors, pour arriver à des résultats statistiquement valables, il a été prédéterminé que la puissance statistique, donc bêta, était définie à 80%, alors que la signification statistique, donc alpha, a été prédéterminée à 5%. Et ainsi dit, l'échantillonnage voulu était déterminé à 212. Rappelez-vous, je vous ai dit, dans la sélection, l'étude est arrivée à 209, ce qui n'était pas très loin de l'échantillonnage voulu, si on voulait démontrer une réduction de mortalité de 20%. OK, c'est assez important. Nous n'allons pas, bien sûr, entrer dans les détails statistiques et de puissance et tout, mais c'est quand même important qu'on comprenne que tous les résultats qui seront obtenus, qui ont été obtenus, le seront à la lumière des méthodes spécifiques qui ont été utilisées. Parlez-nous maintenant des résultats. En fait, quel était l'objectif primaire? Quels sont les résultats primaires qui ont été obtenus avant que nous puissions parler aussi de certains résultats secondaires? Mais de façon principale, qu'est-ce qu'ils ont eu comme résultat dans les 2 groupes? Ouais, ils ont eu des résultats assez intéressants. Comme vous l'avez dit, l'objectif primaire était de démontrer une réduction de mortalité. Donc, c'était analyser la mortalité dans les 2 groupes en face. Et quant aux résultats secondaires, ils étaient plusieurs. C'était la durée moyenne de séjour, la fréquence des effets délétères du fait de la réhydratation, la quantité de liquide qu'on a donné et l'amélioration de la lactatémie. Juste pour entrer un peu en détail, les résultats primaires, donc la mortalité, ont démontré qu'au bout du temps de l'application du protocole, dans le groupe d'intervention qui a suivi le guide thérapeutique, il y a eu 48% des malades qui sont morts, alors que dans le groupe contrôle, on n'a eu que 33% de mortalité, ce qui montre une augmentation absolue des risques de 15,1%, qui est statistiquement significatif. Retenez aussi que le risque relatif était de 1,46, ce qui est aussi statistiquement significatif, mais avec beaucoup plus de valeurs statistiques. On a aussi considéré le nombre nécessaire pour nuire. Donc, combien de malades il fallait traiter avec le guide thérapeutique pour avoir un décès. Et ça, c'est important. Il faut traiter 7 malades pour avoir un décès. Et ça, c'est vraiment capital parce que ça montre que le guide thérapeutique a vraiment des problèmes. L'autre chose, c'est que
même en subdivisant les malades selon les différents critères de la sérologie VIH, la mortalité en un jour, la mortalité à 28 jours et d'autres critères, on a gardé les mêmes résultats dans les différents groupes. Donc, on avait une mortalité meilleure dans le groupe de contrôle. Ce qui est assez intéressant parce que généralement, dans les études, c'est l'intervention qu'on apporte. Le but est de montrer que le protocole nouveau qu'on applique est mieux que ce qui est fait routinement. Mais en fait, on se rend compte de façon objective que cette façon, le guide thérapeutique, avec en première ligne, bien sûr, un certain volume de réhydratation et un certain protocole de réhydratation, était en fait plus nocif que le protocole habituel qui était. C'est juste pour dire en fait que la recherche, en étant faite, ne définissait pas d'emblée que le protocole thérapeutique qu'ils introduisaient était meilleur. Mais c'est plutôt les résultats qui ont montré que le protocole était en fait plus nocif, avec un nombre nécessaire pour nuire de 7, ce qui est assez intéressant. Quelle est la leçon en fait, que si vous devez décortiquer ce résultat, surtout en termes de mortalité, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je dois faire un pas en arrière pour dire que bon, ces résultats viennent en fait un peu rejoindre une étude qui était déjà faite sur les enfants africains. Cette fois-là, c'était sur les enfants. Et qui avait aussi démontré que une réhydratation agressive était délétère pour les malades africains. Et vous allez le voir aussi dans les résultats secondaires que le volume utilisé dans l'intervention, donc dans le groupe qui a suivi le guide thérapeutique, montre clairement qu'on a utilisé jusqu'à 3,5 litres en ayant 6 heures de présentation du malade, alors que dans le groupe contrôle, ils sont arrivés à peine à 2 litres. Et ça, je crois que c'est le message le plus important, c'est que le volume, le plus de volume on utilise, le plus on expose les malades à la mortalité. Et on voit l'impact même dans l'aggravation de l'hypoxémie, de la tachypnée qui en fait pourrait être liée à un édème pulmonaire. C'est que dans le groupe d'intervention, c'est 35% qui ont développé l'hypoxémie contre 22% dans le groupe contrôle. De même, la lactatémie aussi a été aussi influencée par la quantité de liquide qui a été utilisée. Donc en gros, pour l'auteur, c'est que chez les malades, en général, séropositifs de VIH, se présentant avec un sepsis et une hypotension, ils ont un plus mauvais dénouement si la réhydratation intraveineuse est agressive. Donc c'est ça un peu, en conclusion, ce qu'on peut dire de ce travail-là. Et ça, nous tirons de l'auteur lui-même. Ok, donc il est plus néfaste pour les malades de les réhydrater de façon agressive plutôt que de le faire de façon assez parcimonieuse, comme vous l'avez dit. Parlons maintenant en général de l'étude. Vous nous avez parlé du contexte, vous nous avez parlé du milieu, de la population, les critères de sélection, ainsi de suite, et même des résultats, les résultats primaires et secondaires tels que vous les avez présentés. Et bien sûr, vous avez touché sur la conclusion qui a montré le caractère de nuisance, en fait, de l'hyperhydratation ou l'hydratation agressive par rapport à l'hydratation qui est assez parcimonieuse. Dites-nous maintenant quels sont, d'une façon générale, quels sont les points forts et les points faibles de l'étude pour que nous puissions comprendre est-ce que les résultats qui ont été produits sont valides, est-ce que nous pouvons y faire foi et utiliser ça pour justement guider la pratique, notre pratique que nous voulons baser sur le PROC. Donc, quels sont, à votre avis, Dr. Djoulou, les points faibles et les points forts de cet essai clinique? Ouais, je crois que ce point est assez capital parce qu'avant qu'on tire une conclusion et commence à utiliser les résultats d'une étude, il faut toujours aussi voir les points forts et les points faibles
afin de voir, afin de déterminer l'applicabilité de l'étude. Et pour cette étude, les points forts étaient nombreux, parmi lesquels, comme je l'ai dit à l'introduction, cette étude a une importance capitale du fait que sepsis est souvent est très commun en Afrique, et du fait que les malades se présentent en retard, souvent ils viennent en hypotension. Et donc, la réhydratation devient un point capital. Donc, il fallait faire une étude pour voir s'il y avait moyen de donner un modèle de réhydratation. Donc, c'est un point capital pour cette étude. Deuxième point, c'est que après randomisation, après avoir séparé les malades dans les deux groupes d'intervention et groupes de contrôle, c'est que les caractéristiques des malades étaient les mêmes dans les deux groupes. Donc, on pouvait facilement les comparer à la fin et ne pas penser qu'il y a une telle ou telle autre caractéristique qui influence en fait les résultats. Troisième chose, c'est que l'hypoxémie était exclue des malades qui ont été choisis. Donc, on a un peu retiré l'influence de cette hypoxémie sur le résultat final de mortalité. Autre chose, c'est que le masquage était très bien fait en dehors du médecin traitant, et même celui qui a analysé les résultats ne savait rien sur l'assignation des malades. Il y a une différence nette dans l'usage de dopamine dans les deux groupes. Les résultats primaires sont cliniquement importants du fait qu'on peut mesurer la mortalité. Donc ce n'est pas seulement un effet statistique, donc c'était cliniquement important. Il faut aussi se rappeler qu'il n'y a pas eu de malades perdus. Donc tous les malades qui ont été sélectionnés ont été suivis pendant 28 jours, donc pour finalement donner les résultats. Quant au point faible, il y en a quelques-uns qui en fait influencent la généralisation des résultats. C'est que premièrement, on s'est retrouvé avec une population avec une sérologie VIH très très élevée. Donc à peu près 89% de la population inclus dans cette étude avait été VIH positif. Ce qui ne peut pas peut-être être similaire dans d'autres milieux, en Europe, aux États-Unis et consorts. Et les CD4 étaient quand même assez bas, en moyenne 66. Donc ce qui montre que c'était des malades quand même assez chroniquement entamés, et du fait qu'un bon nombre avait aussi la malnutrition. L'autre chose, c'est que c'est un centre unique qu'on a utilisé, donc ce n'est pas plusieurs centres où on a récolté les résultats. Le traitement n'était pas aveugle du point de vue du clinicien qui voyait les malades, donc il savait qui recevait quoi, même si ce n'est pas lui qui déterminait dès le départ qui devait recevoir le guide thérapeutique ou qui devait être traité de façon libre. De même, celui qui a analysé les résultats ne connaissait rien de l'allocation. L'autre chose, c'est que ces malades se sont présentés en hypotension et on suppose que c'est l'hypotension due au sepsis, mais il faut aussi se rappeler que la malnutrition peut aussi donner une hypotension. Donc, comme il y avait une grande population avec malnutrition, on ne sait pas très bien quel a été, à combien de degrés d'influence de la malnutrition. Donc, on peut retenir ces éléments-là comme les points forts et les points faibles.
Assez intéressant, bien sûr, une étude qui tombe à point nommé, parce que le sepsis est vraiment un tableau clinique qui est greffé d'une très forte mortalité dans nos milieux. Vous avez bien touché à tous les points forts, la randomisation, le centre et tout le reste, mais au vu de tous les points faibles que vous aviez évoqués, notamment la très forte séroprévalence VIH dans la population, la possibilité de malnutrition, le fait que l'accès aux salles de réanimation était limité et les aspects de malnutrition, pourrons-nous toujours, pourrez-vous du moins, extrapoler ces résultats? Est-ce qu'il y a une validation externe pour que ces résultats, pour que le praticien, par exemple, qui est à Goma ou qui est au Cameroun, puisse utiliser ces résultats et se dire qu'il y a effectivement sur base de cette étude, conclure que l'administration agressive de fluides pour les patients en sepsis est effectivement nocive? Est-ce que nous pouvons extrapoler à ce point pour valider de façon externe les résultats de cette étude? Ouais, je crois que l'étude démontre quand même des points assez importants. Je crois que du point de vue des résultats primaires, donc de la mortalité, l'étude a quand même mis son doigt sur un point capital, c'est que la réhydratation agressive n'est pas une bonne chose. C'est qu'il faut beaucoup de considération quand on est en train de réhydrater les malades avec sepsis. Mais évidemment, du fait de certains points faibles, on doit quand même se réserver d'extrapoler ces résultats dans d'autres milieux, particulièrement dans les milieux au-delà de l'Afrique, dans les milieux où il n'y a pas beaucoup de malnutrition, il n'y a pas beaucoup de VIH. Je crois qu'on doit être assez prudent d'extrapoler ces résultats dans ces milieux-là. Mais je crois que pour les pays africains, ces résultats restent quand même valables et les cliniciens africains devant des malades africains peuvent considérer ces résultats. Merci beaucoup, Dr. Diulu Kabongo. Ça, c'est de nous avoir permis de décortiquer et de critiquer en fait cet essai clinique. Nous sommes arrivés à la fin de cette session. En fait, pour rappeler très rapidement, le but en fait de la critique de l'essai clinique tel que nous l'avons fait, c'est justement de faciliter l'apprentissage de la critique méthodique des divers articles qui sont publiés dans divers journaux pour se rendre compte que leur méthodologie et leurs résultats sont effectivement valides, mais aussi c'est important que nous puissions le faire pour aider ceux qui nous suivent à comprendre les étapes de la conduite justement d'un projet de recherche, ce qui a été fait et comment ils sont arrivés aux résultats, mais évidemment, comme on l'a dit, permettre aussi de détailler tous les éléments qui permettent de juger de la validité des résultats tels qu'ils ont été présentés et si effectivement ça peut permettre d'améliorer notre pratique quotidienne dans le meilleur intérêt de notre malade. Merci Dr. Diulu et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous espérons vous rencontrer, que vous répondrez à l'invitation suivante. Merci et au revoir Dr. Diulu. Merci, au revoir. Au revoir.